qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, l'Africain semble parfois voir en Afrique, c'est-à-dire ce continent africain-là, et y compris chez l'homme africain, une espèce de désert total de lieux ou de personnes qui puissent insuffler comme ça, quelque symbole que ce soit d'un début d'humanité. Bon, c'est-à-dire une décadence totale, si vous voulez. Oui, mais vous savez, c'est pas une situation exceptionnelle, c'est pas quelque chose d'unique dans l'histoire de l'humanité, la situation que vit l'Afrique en ce moment. On peut qualifier ça de régression culturelle. Beaucoup de peuples ont connu ça, mais c'est pas une fatalité. C'est-à-dire, on peut sortir de cet état-là. Et vous savez, dans l'évolution des sociétés, il y a des hauts et des bas. Hein, et voilà, pour que les sociétés... Ça a conduit à la disparition de certaines sociétés. Ça. L'Afrique n'a pas disparu. Et il y avait 1000 raisons pour qu'elle disparaisse. Regardez l'histoire récente. Je lis l'histoire récente les 5 derniers siècles. On aurait pu faire disparaître l'Afrique. Et l'Afrique n'a pas disparu. Elle est même en train de renaître. Nous sommes peut-être impatients, et à raison, mais on parle de la vie d'un homme. Bon, c'est pas le grand maximum, c'est 100 ans, 110 ans. Chez les Égyptiens, 110 ans, c'était l'âge de sagesse, enfin. Bon, donc disons 110, 120 ans. Bon, mais ça, c'est la vie d'un homme, la vie des pays. Il faut envisager ça sur des siècles, sur des millénaires. Donc là, sur les 500 derniers siècles, on a eu l'occasion de disparaître plusieurs fois. Et on n'a pas disparu. Ce qui fait même que il y a des gens aujourd'hui en Europe, surtout en Europe, qui se plaignent du fait que l'Afrique est surpeuplée. Mais où est leur affaire? Ils vont faire quoi? Ils vont aller se présenter en Afrique et éliminer le trouble? Mais c'est même un mensonge, l'Afrique n'est pas assez peuplée. Ce sont des chiffres, il faut faire. On sait comment un pays peuplé, c'est quoi? C'est quand il y a beaucoup d'habitants au kilomètre carré. Quelle est la moyenne des habitants au kilomètre carré en Afrique? C'est dérisoire. Et ce sont des hommes qui produisent les richesses. Donc ces hommes sont là, alors qu'ils auraient dû disparaître plusieurs fois hein, au cours de ces derniers demi-millénaires. Et il y a de plus en plus une jeunesse qui est consciente du fait qu'il faut faire autrement. Il faut que les gens arrêtent de s'orienter vers le Sahara où ils vont trouver la mort. Et s'ils échappent à la mort dans le Sahara, ils vont la trouver dans la Méditerranée. Il faut qu'on puisse, à partir de l'Afrique, avoir une vie digne, une vie humaine. Et ça, ce n'est pas impossible. On a juste quelques blocages, aussi bien internes en Afrique qu'externes. Et les deux sont parfois liés. Parce que c'est quoi c'est qui donne la direction? La direction, c'est le leader, c'est le leadership. Et c'est là que ça pêche. Intellectuel, d'abord. Je ne parle pas d'abord du leadership politique, je parle du leadership intellectuel d'abord. Ensuite, le leadership politique, le leadership économique, le leadership, enfin, tout culturel, artistique et tout ça. Et nous ne sommes pas dans un état de jubilation. Tout le monde voit que la situation n'est pas tenable, même les dirigeants. Et il leur suffit de prendre les bonnes décisions. Et bien vous allez vous fâcher avec ceux d'en face, mais tant pis. Mais tant pis. Vous ne travaillez pas pour eux, vous travaillez pour votre peuple. Et c'est pareil pour le leadership intellectuel. Voilà, on va se fâcher pourquoi? Parce que je ne cite pas. Je cite plutôt Ptahhotep que Hegel. Enfin, on ne peut pas se fâcher pour ça. J'ai le droit. Tu as le droit de citer ton Aristote. J'ai le droit de citer Aristote, je connais aussi. Mais j'ai aussi le droit de citer qui d'autre je veux. Ou de me référer au vécu de mon peuple. Comme tu as le droit de le faire aussi. Et on peut avoir une cohésion, une cohérence, une coexistence en ayant ce respect mutuel. D'accord. Ok. Je vous propose de parler dans la dernière partie de cet échange d'un papyrus Westcard qui a fait l'objet du livre Le Roi Khufu, Khéops et ses magiciens. Qu'est-ce que vous nous direz déjà sur ce papyrus Westcard? Alors, en fait, c'est un livre, c'est un ensemble, c'est un recueil de contes, de contes anciens. Et
donc ce sont des contes africains. Il faut lire pour voir que la structure est la structure du conte africain. Oui. On vous raconte une histoire. Bon. Et à la fin, vous savez, il y a un enseignement qui est dans l'histoire, qui vient seulement à la fin. Donc, ils sont structurés comme ça. Et d'ailleurs, en lisant l'ouvrage, les contes, on retrouve des aspects qui Tout à fait, c'est ce que nous que voulons. vous trouvez dans certains textes, dans la Bible notamment. Exactement, c'est ce que nous voulons entendre. Si vous voulez ça, c'est ça. Alors, pour ceux qui nous suivent, si vous pouvez nous, ici même, parler de quelques-uns de ces textes-là. Alors, donc, le roi Khufu, donc le Khéops, fait venir, il veut faire une promenade sur le lac qui est non loin de son palais. Il fait venir 20 rameuses, ce sont des dames, qui vont manœuvrer la barque, le bateau dans lequel ils prennent place. Et il manœuvre, il voit le paysage, il est content, etc. Et je pense qu'en ramant, en manœuvrant, les dames, elles chantent pour l'égayer le roi. Et à un moment donné, elles s'arrêtent, elles font silence. Et le roi ne comprend pas ce qui se passe, donc la barque s'arrête. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? On lui dit, voilà, c'est notre chef. Notre chef a perdu son collier. Enfin, ou ce qui était un bijou qu'elle avait dans les cheveux. Elle a voulu se faire la mèche, la tête, et son bijou est tombé à l'eau. Et le roi dit, mais bon, c'est un poisson en or, mais j'en ai plein au palais, je vais te le remplacer. Et la chef des rameuses dit, non, je ne veux pas. Je veux mon objet, préfère mon bijou à un autre, même s'il est meilleur. Voilà, parce que j'y suis attaché. Alors, comment on va faire? Le roi fait venir un magicien qui va prononcer une parole, des formules magiques, et donc parce qu'on lui a indiqué l'endroit où l'objet était tombé, donc il prononce ces formules magiques, il sépare les eaux du lac en deux, ça c'est ce que vous trouvez dans la Bible, oui. Et il fait plus que cela, il prend la moitié droite des eaux qu'il dépose sur la moitié gauche, qui fait que la moitié droite est à sec. Et donc, on voit le bijou de la dame qui est posé sur un petit caillou. Donc, elle descend, elle ramasse son bijou et elle remonte dans la barque. Et à ce moment-là, la moitié de l'eau qui était déposée sur l'autre moitié est ramenée à sa place d'origine. Et les filles continuent de ramer avec Pharaon à bord. Voilà une histoire qui a été reprise autrement. Qu'on retrouve après. Totalement déformé, transformé. Non, on a le droit de s'inspirer. C'est un acte de pouvoir qui est posé aussi dans le récit biblique. Alors, vous voyez bien que le pouvoir de l'Égyptien, c'est non seulement de séparer les eaux, mais de prendre une partie. Donc il est le maître de la nature. Il peut faire en sorte que la partie gauche du lac revienne sur la partie droite. Voyez-vous? Donc, et vous avez d'autres histoires comme ça, où un homme, un magicien de 110 ans, Diédié, le pharaon entend dire qu'il sait trancher une tête, et la remettre en place. Ah, donc il dit, il faudrait que il envoie un de ses fils, un prince, Ephraim, aller le chercher pour qu'il fasse ce tour de magie devant lui. Alors il arrive au palais et le pharaon lui dit, mais comment ça se fait que tu saches faire tout ça alors que je n'ai jamais entendu parler de toi? Il dit, et que je ne t'ai jamais vu ici. Et le magicien lui répond, si vous m'avez jamais appelé, donc si vous m'avez appelé, voilà, je suis là. Il dit, ok. Est-ce qu'il est vrai que tu sais trancher une tête et la remettre en place? Il dit, oui, il sait le faire. Pharaon ordonne d'aller prendre un prisonnier, un captif, on ne sait pas qui c'est, peut-être un asiatique, et de venir pour faire la démonstration.
Et alors le magicien Dieu l'arrête tout de suite, un Khéops, hein, le roi le plus puissant de l'Ancien Empire, dit non, Majesté, je sais certes faire ça, mais il ne m'est pas permis de le faire sur le troupeau noble. Le texte égyptien dit exactement ça. Il ne m'est pas permis de le faire sur le troupeau noble, c'est-à-dire sur les êtres humains. Yeah. On lui apporte un bœuf, il le fait. On lui apporte une noix, il le fait. Donc, vous voyez, dans la leçon de ce conte, c'est quoi? La vie humaine est sacrée. La vie de ce captif, même asiatique, hein, ce n'est pas un Égyptien, eh bien, elle est sacrée comme toute autre vie. Voyez-vous? Et ça, c'est rappelé au roi par le magicien qui n'a rien à perdre. Il respecte les valeurs de son pays. Que Pharaon devrait d'ailleurs savoir, parce qu'on ne lui demande pas une chose pareille. Et il a le courage et la force de refuser. C'est ça, parfois, je vais conclure là-dessus, oui. C'est cette force qu'on attend de notre leadership intellectuel, on va dire, l'intelligentsia. Parfois, nous sommes amenés dans des compromissions, dans des compromis qui nous entraînent dans des compromissions où, à la fin, on se trouve prisonnier. On doit savoir dire non, telle chose, on ne fait pas. C'est le chef de l'État qui demande, mais on ne fait pas. Il peut mettre quelqu'un d'autre à le faire. Moi, on ne peut pas faire ça. Et c'est bon, en prenant des risques, mais c'est ça. Exactement. Alors, c'est donc le livre Le Roi Khufu, Khéops et ses magiciens, un livre qui a connu un succès franc lors de sa présentation au dernier FESPACO 2019 à Ouagadougou. Vous y étiez d'ailleurs? Oui, j'étais pas seul, j'étais avec des personnes qui ont participé justement au travail de traduction. Donc, pour aussi dire que ces choses-là ne sont plus étrangères, ne nous sont plus étrangères. Donc, il y a un groupe de gens, des jeunes gens et des jeunes femmes, qui lisent l'égyptien comme ils lisent n'importe quel texte dans n'importe quelle langue. Et on voulait aussi que les jeunes, les plus jeunes en Afrique, sachent cela et peut-être s'orientent vers cette voie. Donc on a fait une présentation, bon, j'ai parlé au nom du groupe, et bon, c'était un festival de cinéma, il y avait des réalisateurs, des cinéastes qui étaient là, et le but, moi, dans l'exposé que j'ai fait, c'était de les amener à avoir l'idée de s'en inspirer pour leur œuvre cinématographique. Hollywood fait, et de la mauvaise façon selon nous. Mais alors, nous n'avons qu'à faire, hein, en respectant un peu la vérité historique, ou même une fiction qui respecte un peu la littéralité du texte, hein, comme celui-là. Ensuite, avec le groupe, on s'est dit, on va aller voir le roi, hein, le Moronaba, pour lui offrir, bon, parce que je sais aussi qu'il est intéressé par ce genre de questions. Hein, je le sais, bon, je le sais parce que je connais son intérêt pour ça. Et donc, on y va, on demande une audience qu'on a obtenue, et c'était le jour des audiences, donc ce jour-là, le Premier ministre du Burkina a reçu une audience, ensuite une ambassadrice du Tchad, je crois, qui venait d'être nommée, et après c'était nous. Et il y avait une délégation chinoise et autres, tout ce que vous pouvez. Et normalement, c'est des audiences très courtes, voilà, c'est le protocole, ça dure 5-10 minutes, pas plus. Et bien je pense qu'on est resté là-bas à peu près 3 quarts d'heure, parce que le roi était intéressé par ce conte et par son contenu, et aussi, je pense aussi par l'ensemble du travail qui était fait dans le retour à cette civilisation ancienne et l'inspiration qu'elle pouvait avoir pour nous, pour le monde d'aujourd'hui et surtout pour le monde futur que nous voulons pour nous-mêmes et nos enfants. Voilà. Donc on a trouvé un intérêt certain, et son protocole bousculé pour que l'entretien soit fini, et il insistait, et il a fait une chose, et je terminerai là-dessus, une chose extraordinaire. Donc dans le groupe il y avait des hommes et des femmes. Le roi a insisté pour qu'une femme prenne la parole aussi. Donc vous voyez déjà, il est aussi et puis tout naturellement, parce que il parle à partir de sa culture, de sa tradition, dans l'égalité homme-femme.
Wow. Alors, je note que vous venez toujours là-dessus. Hein. Vous rappelez sans cesse que tout le monde sait lire les hiéroglyphes aujourd'hui. Votre livre, d'ailleurs, contient plusieurs symboles qui se rapportent aux hiéroglyphes. Très concrètement, il s'agit de quelle version du symbole? Parce qu'on entend souvent dire qu'il y a plusieurs grammaires. Non, alors ce qu'il y a ici, c'est le hiéroglyphique. D'accord. Donc ce sont des signes qu'on trouve dans la nature, ouais, des parties de l'homme. Je veux dire aux gens quand même que vous avez tout traduit. Hein. C'est traduit, mais c'est les signes hiéroglyphiques qu'on peut voir. Après, il y a d'autres phases de la langue égyptienne, ou de l'écriture égyptienne plutôt, qui est le hiératique, le démotique, etc., etc. Mais là, c'est l'écriture hiéroglyphique, qui me semble être la plus facile à apprendre. Voilà. Okay. Et moi, j'incite les gens. C'est vrai, le début est un peu déstabilisateur et un peu difficile. Mais une fois qu'on a franchi cette première étape, qui demande peut-être 2-3 séances de cours. Hein, je rappelle quand même à nos téléspectateurs que vous donnez des cours de hiéroglyphes d'Égyptiens anciens. Fin septembre. Il suffit d'aller se renseigner sur le site Vincennes. En général, c'est à Nation ou à Vincennes? C'est à Nation. À Nation plutôt, voilà. À Nation, voilà. Plus précisément. Donc, de se rendre sur le site internet www.anconline.com et de voir le programme de l'année qui est affiché. Mais le cours commencera, je pense, le dernier samedi de septembre, le 25 septembre, si je ne me trompe pas. Et, comme j'ai dit, il suffit de suivre, on va dire, 3 à 4 séances pour voir comment ça marche. Et après, la première barrière étant franchie, le reste est beaucoup moins mystérieux. Et on le fait pourquoi? Pour pouvoir vérifier. C'est ça la connaissance directe. Hein? Parce que là, les textes, on peut dire, oui, ils sont traduits. Mais, et dans le groupe où on est, parfois on discute, on n'est pas tous d'accord sur les mêmes traductions. Et ils peuvent être différents. Les leurs peuvent être différents des miennes. Donc on discute, on dit, voilà, le contexte veut que, étant donné le contexte, voilà, tel terme est préférable. Bon, un autre peut dire, non, moi je préfère. Ça, c'est pas une perte du temps. C'est pas une perte de temps, c'est vraiment que nous sommes en train de reposséder cette langue qui était 3 fois morte et qui nous donne de l'enseignement, qui nous permet de comprendre la réalité telle que, de façon la plus proche de ce qu'on pense qu'elle a été à l'origine. Donc, c'est très important. Comme c'est important pour une personne qui veut connaître le fonctionnement de la civilisation européenne, gréco-latine, d'avoir des notions de latin et d'avoir des notions de grec. Donc c'est tout à fait la même démarche. Non, mais c'est très clair et écoutez, on aborde ici donc les dernières questions de cet entretien. Vous êtes très actif également auprès de la jeunesse africaine. Quels sont vos projets? Bon, les projets, c'est de continuer à faire ce que je fais et surtout d'orienter un certain type d'écrit. Peut-être accompagner également des jeunes à, voilà, vis-à-vis pour qu'elles soient accessibles. En égyptologie. Bon, oui, ça peut venir. Donc, mais ça, les thèses se font dans des institutions. Bon. Mais le travail de recherche que je peux mener, c'est faire des ouvrages qui soient accessibles à des jeunes, par exemple un élève de terminale, un élève de première année d'université, et puis aussi participer à la formation des jeunes qui souhaitent s'orienter vers l'égyptologie, la langue égyptienne, la philosophie égyptienne, etc., sur le continent. Et ça, il faut qu'on mette en place les structures qui permettent à toutes les compétences de contribuer à cela. Merci pour le cas soumettre. Je rappelle donc à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices le livre pour lequel nous vous recevons aujourd'hui, l'Égypte ancienne, un système africain du monde. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Cette émission est à présent terminée. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre. Au revoir et à la prochaine.